Bon, ben, on va débuter ce webinaire. Merci à tous d'être présents et de prendre le temps aujourd'hui de nous écouter pour ce webinaire sur l'automatisation des processus avec un exemple concret d'automatisation de comptes payables. Donc, avant de débuter, juste pour vous prévenir que le calendrier des événements pour 2025 est en préparation. Donc, vous avez juste à nous suivre sur le site web de Faction A, sur LinkedIn, ou vous abonner ou vous réabonner à notre infolettre pour voir les prochains webinaires et les prochains ateliers Microsoft que nous allons diffuser pour l'année 2025. On va vous partager le tout en début, au retour des fêtes. On va être capable de partager le calendrier pour l'année. Je peux allumer la caméra, que vous voyez mon beau visage. Donc, bonjour, pour une présentation rapide, Nicolas, directeur des ventes chez Faction A depuis 4-5 mois maintenant. Et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Éric Brochu. Bonjour tout le monde, Éric Brochu, directeur principal, service conseil, transformation numérique chez Mallette. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Éric. Éric va nous rejoindre un peu plus tard pour la démonstration d'un exemple d'application pour les comptes payables. C'est Éric qui va nous présenter tout ça. Je continue avec la présentation. Donc, petite introduction, Faction A, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on offre des services en intelligence d'affaires. On couvre toutes les étapes de la mise en œuvre des solutions analytiques, de l'intégration, modélisation des données, planification, livraison d'applications analytiques, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, création de tableaux de bord avec les outils Power BI, migration vers les services cloud, gouvernance de données. Faction A, on propose également des services spécialisés dans le développement d'applications à travers l'utilisation de la Power Platform. Cette application vise à automatiser, optimiser divers processus métiers, dont l'exemple d'aujourd'hui, les comptes payables. Et Faction A, on fait partie de la grande famille Mallette. Donc, on est dans la division des services conseils de Mallette. Mallette, on est plus de 1600 à travers la province, 40 bureaux également. La présentation est plus à jour, ça change à chaque semaine, on rend des nouvelles recrues, des nouveaux talents. Donc rapidement, les services qu'offre Mallette, comptabilité, certification, fiscalité, actuariat, services juridiques, le département dans lequel nous nous trouvons, syndic, taxes et crédits, recherche et développement, recrutement et services de ressources humaines. Donc, si vous avez besoin de ressources chez vous, dans vos entreprises, des comptables, CFO, ben, n'hésitez pas, on a un département qui s'occupe de ça, entre autres. Objectif du webinaire, on va vous exposer l'importance de l'automatisation des processus, démontrer l'utilité et le potentiel de la Power Platform avec l'exemple des comptes payables. L'ordre du jour pour aujourd'hui. Donc, intro, on va vous présenter l'environnement de la Power Platform. On va vous montrer comment on automatise les comptes payables, une démonstration d'un exemple d'application qu'on a créé pour aujourd'hui. Conclusion, puis période de questions. Mais en tout temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va se faire un plaisir d'y répondre durant le webinaire ou à la fin si le temps nous manque, ou par courriel si les questions sont un peu plus poussées. Je vais vous afficher un petit sondage. Vous savez quoi, je vais pouvoir le dire verbalement, ça va être plus simple que de vous le partager. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça va nous aider un peu dans le webinaire. Donc, première question pour vous. Combien de factures par semaine votre entreprise doit gérer en moyenne? Combien de factures vous recevez dans votre entreprise par semaine? Donc, vous pouvez écrire dans le chat le nombre de factures. Ça va nous aider à vous présenter un peu la solution. Et également, vous pouvez écrire le nombre d'employés qui s'occupent de traiter les comptes payables, qui s'occupent de ces factures. Je vois les premières réponses. 1000 factures mensuelles. Donc, on peut faire une moyenne. On a du 5000 par mois également. Donc, on voit qu'il y a des enjeux chez vous.
une dizaine d'employés. Donc, on a des entreprises qui ont beaucoup de gens pour traiter les factures. Donc, je comprends votre intérêt pour le webinaire aujourd'hui. Super. Je vais avancer. Problématique et enjeux typiques. Donc, juste avant de débuter avec l'exemple des comptes payables, on va juste mettre un peu de contexte sur l'importance pour les entreprises de s'intéresser à la transformation numérique. Les entreprises, ils savent l'importance de le faire, mais il y a beaucoup de défis pour le réaliser. Les entreprises, vous collectez énormément de données de plusieurs sources différentes, donc souvent, ils sont durs à exploiter. On voit souvent d'entreprises qui mettent en place des outils, des façons de travailler, mais ces outils et ces façons de travailler, ils n'évoluent pas avec l'entreprise, donc ne suivent pas la croissance. Donc, on voit parfois un tableau Excel qui, après 5 ans, a plusieurs milliers de lignes. Vous montrer un exemple, je vous parlais d'un exemple concret qu'on a avec notre partenaire, un partenaire qui traite 12 000 factures par mois, qui a une équipe dédiée à l'ouverture des courriels, à lire des PDF, à faire une conciliation avec une facture reçue par courriel et un bon de commande. Il y a des dizaines d'employés qui s'occupent de ce département. C'est des ressources précieuses qui font des tâches qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée pour l'entreprise. Vous allez voir dans la démo qu'Eric va vous présenter que l'environnement de la Power Platform et le savoir-faire qu'on a développé chez FactionWeb, on peut créer des automatisations spécifiques à chaque entreprise, à chaque règle d'affaires d'entreprise qui vont venir supporter la croissance. Autre facteur à considérer, la réalité du marché du travail qui change. On a créé des modèles d'entreprise sur le fait que les utilisateurs sont physiquement sur les lieux de travail. On le voit aujourd'hui, la vérité est bien différente. Mais il faut en tenir compte dans le choix des solutions, dans le développement des applications qui peuvent être accessibles sur téléphone, tablette. On va vous présenter un peu le tout. Les coûts des applications, à long terme, ça peut être coûteux selon le modèle. Il y en a souvent avec des frais de licence mensuels et des frais d'implantation qui sont élevés. Il y a de plus en plus de choix. Il faut bien identifier les enjeux pour déployer une solution qui va répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Plusieurs solutions sur le marché ne sont pas adaptées aux conditions de chaque entreprise. Donc, c'est pour ça, chez FactionWeb Mallette, on a une approche qui est de créer une application qui est sur mesure suite à une analyse des enjeux et de la réalité de chaque entreprise. Donc, bien sûr, on a des bases qu'on est capable d'utiliser pour pas recommencer le travail à zéro, mais on vient identifier vos systèmes, votre réalité pour l'adapter à votre entreprise. Élément important à tenir compte également, c'est l'utilisateur. Donc, la réticence au changement. Donc, il faut bien comprendre le travail des utilisateurs pour déployer une application qui va être adoptée par les employés. C'est rien de pire que faire un travail et qui n'est pas utilisé par la suite. Tendance lourde, je vais me répéter un peu, mais il faut prendre en compte le marché du travail actuel et la main-d'œuvre qui va arriver sur le marché du travail. Les milléniaux, on le voit, ils ont l'habitude de tout faire avec le téléphone, une tablette. Ils sont capables de travailler en remote un peu partout, même dans le monde. Donc, il faut en tenir compte dans le choix des outils de travail. J'ai un exemple pour vous. Là, j'ai une entreprise avec laquelle on collabore pour un système de compte payable où quand le propriétaire de l'entreprise part en vacances, il n'y a aucun paiement qui est approuvé. C'est là qu'un système qu'on est en train de mettre en place. Le propriétaire en vacances peut, à travers un courriel, approuver une facture et que le tout parte à son système financier pour que l'entreprise soit payée. Donc là, on vient de sauver du temps. L'entrepreneur, il est plus efficace et les fournisseurs sont payés dans les délais qui ont été définis par l'entreprise. Donc, tout le monde est content. J'avance un peu. L'exemple de processus. Je ne vais pas m'attarder sur tous les exemples mentionnés que vous voyez à l'écran, mais si vous avez des enjeux précis au sein de vos entreprises, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Aujourd'hui, on a un exemple sur les comptes de dépenses, mais on a fait plusieurs réalisations auprès de partenaires sur d'autres automatisations de processus. Les enjeux d'affaires typiques, spécifiques au compte payable. Donc, je viens de faire l'exemple un peu que je viens de vous donner avec le propriétaire d'entreprise qui lorsqu'il n'est pas là, tout s'arrête. Donc, c'est vraiment un cas typique. Vous vous rendez compte, les fournisseurs, la satisfaction des fournisseurs.
Également, cette entreprise que je vous mentionne, beaucoup de factures sont encore papier et ne sont pas numérisées. Donc là, il y a des classeurs avec des tonnes de documents. Donc, c'est des enjeux qu'il faut tenir compte lorsqu'on développe l'application. Donc, vous allez le voir par la suite. Vous pouvez imaginer une banque d'archivage des factures pour que ce soit facilement accessible par les utilisateurs de l'entreprise. Diminuer les risques d'erreur de données en utilisant les outils de la Power Platform et l'intelligence artificielle. On va le survoler rapidement. Valider les montants des factures avec les bons de commande. Donc, toutes ces tâches qui sont faites manuellement, on va venir les automatiser avec les outils Microsoft. En parlant des outils Microsoft, donc chez Faction A, on exploite la Power Platform avec l'environnement Microsoft. Je vais laisser Eric vous présenter les différents outils de la Power Platform et comment on vient les utiliser et s'en servir chez Faction A. Oui, en effet, juste avant qu'on tombe dans la démonstration, je pense que c'est important de comprendre l'ensemble des composantes qui font partie de la Power Platform. Donc, on les voit là, dans la zone grisée. On parle de Power BI, qui est un outil d'analyse de données, là, de tableau de bord et de reporting. Je pense que c'est l'outil qui est probablement le plus connu là, dans le marché présentement de la Power Platform. Donc, c'est un outil qui est très utile pour la visualisation et la consommation des données. Ce n'est pas le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Par contre, c'est un outil qui est quand même très important dans la Power Platform. Par la suite, on va voir Power Apps. Je vais être en mesure de vous le démontrer. Power Apps, c'est un outil qui est utilisé pour créer des applications. Donc, c'est l'outil qui va créer les interfaces entre les processus d'affaires et puis nos utilisateurs. Donc, ça va être démontré aujourd'hui. Power Automate, c'est l'outil d'automatisation, c'est-à-dire qu'on peut voir Power Automate de deux façons. Il y a un outil de gestion, excusez les anglicismes, là, des workflows, c'est-à-dire quand il y a une action qui est prise dans une application, on veut qu'il y ait une répercussion, on veut qu'il y ait une automatisation qui soit mise en place. Donc, Power Automate va faire ça. Power Automate, c'est aussi, dans le monde de la Power Platform, ce qu'on appelle du Robotic Process Automation. Dans le fond, c'est si on voudrait répliquer les comportements humains dans une application par un robot. Donc, on pourrait utiliser Power Automate pour faire ceci aussi. Power Virtual Agent, de son côté, on le voit de plus en plus là, quand on navigue sur les sites web, là, on a tout le temps un genre de petit robot là, dans le coin en bas à droite qui nous permet de faire de la communication. Donc, ça, c'est la version Microsoft là, de l'agent virtuel. On le voit de plus en plus en entreprise là, pour pouvoir répondre à des questions de base, là, surtout au niveau ressources humaines, là, ce qu'on a vu dernièrement. Là, donc, quand on a beaucoup d'employés qui posent des questions au niveau ressources humaines, souvent, on va mettre en place un agent virtuel qui va être capable de prendre les premières questions et les répondre, puis envoyer la personne à la bonne personne ressource là, dans le cas où on n'aurait pas la réponse dans l'agent virtuel. Power Page, c'est l'outil qui va nous permettre de créer une application, mais à l'extérieur des murs de notre entreprise. Donc, si on veut avoir une application qui est utilisable par nos partenaires à l'extérieur de notre entreprise, on va utiliser la composante Power Page. Si on regarde en bas, Dataverse, quand même assez simple, c'est la base de données pour tous ces belles composantes-là. Mais un qui est important aujourd'hui dans notre discussion, c'est AI Builder. Nous, dans notre exemple aujourd'hui, on va l'utiliser comme un outil d'intelligence artificielle qui va permettre de faire de la reconnaissance de caractère. Dans le fond, ce que c'est, cette partie-là de l'outil qu'on va utiliser, elle va lire un document, elle va être capable d'extraire les informations qui sont à l'intérieur de notre document, puis remplir notre application pour pouvoir enclencher un processus d'affaires interne. Donc, je voulais juste au moins toucher à ces différentes composantes-là pour qu'on comprenne un petit peu c'est quoi l'ampleur de la Power Platform. On voit que ça adresse vraiment là, tous les besoins d'une entreprise là, qui ont des besoins d'automatisation ou d'accès à l'information. Merci, Eric. Peut-être pour surenchérir sur l'argent virtuel, donc on a donné un cas de figure à l'externe sur un agent virtuel pour vos clients externes, mais à l'interne, comme l'a dit Eric, ça peut venir
supporter les questions RH, ou on le voit dans des manufactures où il y a de l'équipement, tous les guides de formation sur la machinerie, au lieu d'avoir des guides papier ou d'aller voir un superviseur et poser des questions, on pourrait avoir l'agent virtuel disponible à l'interne, où on peut poser des questions à notre agent virtuel qui, lui, va venir se connecter aux bases de documents de l'entreprise pour répondre aux questions sur comment utiliser une plieuse ou autre exemple pertinent. Merci, Eric. Donc, le vif du sujet d'aujourd'hui, l'automatisation du processus des comptes payables en tant que tel. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est ce que toutes les entreprises font généralement, donc ça, assez manuellement. Donc, il y a une facture qui est transmise par un fournisseur, elle est reçue à l'interne dans une boîte de courriel ou par papier. La facture est prise et elle est mise en relation avec un bon de commande. Les deux corrélations fonctionnent, donc la facture est approuvée, elle est saisie dans le système financier, système comptable, et elle part en paiement, et le tout est archivé à la fin, que ce soit dans un tiroir ou dans une base de documents en ligne. S'il y a une erreur, il y a une communication qui est faite avec le fournisseur. Donc là où est-ce qu'on vient rentrer l'automatisation avec les outils, la facture est reçue, automatiquement PowerAutomate va lire le courriel, va extraire la facture avec l'intelligence artificielle, donc la reconnaissance des caractères. On va lire le nom du fournisseur, lire le détail de la facture, les montants, les taxes. On va l'insérer dans l'application qu'on va créer pour vous, à votre image. On va venir extraire le bon de commande du système financier pour venir le matcher, excusez-moi de l'anglicisme, avec la facture. On va vérifier que l'information est bonne. On va vous le montrer dans la démo juste après, mais on pourrait mettre des règles en disant on accepte une tolérance d'un certain pourcentage sur la différence entre la facture reçue et le bon de commande. On pourrait dire en bas de 5 $, on accepte les différences. On va venir valider si l'information est exacte. Et à même l'application va être en mesure de communiquer avec le fournisseur, d'envoyer un courriel au fournisseur en disant il y a une erreur dans telle commande, dans telle facture, voici l'erreur. Donc, au lieu de faire des va-et-vient entre courriel et facture, on vient tout regrouper au même endroit pour être plus efficace et sauver du temps. Donc, comme j'expliquais, on envoie directement depuis l'application une communication au fournisseur. L'approbation est faite dans l'application. Donc, je vais revenir à mon exemple d'entrepreneur qui part en vacances, qui normalement approuve toutes les factures manuellement à la main. Mais là, on peut on peut mettre en place des règles où la personne au sein de l'entreprise qui doit approuver la facture ou le paiement peut le faire directement avec son accès dans l'application, où il pourrait recevoir un courriel et à même le courriel dire j'approuve telle facture. On communique avec votre système financier pour pousser l'information, que ce soit pour pousser ensuite automatiser le paiement, on transfère l'information. Et bien sûr, tout ce qui est archivage, l'application va venir archiver tout le travail qui a été fait et toutes les actions, toutes les interventions qui ont été faites dans l'application sont présentes. Donc, en cas d'audit, vous êtes capable de voir que Nicolas a approuvé telle facture, Nicolas a modifié telle ligne de telle facture pour correspondre au PO. Donc, vous allez bien comprendre dans la démo que Eric va vous faire. Vous allez voir que tout ce qui est mis en place est visible. On vient diminuer les risques d'erreur en utilisant l'application en tant que telle. Donc, les avantages, on les présente rapidement. Optimisation du processus, réduction des besoins de main-d'œuvre. Donc, je prends l'exemple d'entreprise où on avait 10 personnes temps plein pour faire ce travail. Là, on vient enlever des ressources qui vont pouvoir faire autre chose. Réduction des tâches récurrentes et abrutissantes. Donc, on le sait, là, ouvrir des courriels, c'est pas ce qu'on aime le plus faire. Et là, on parle de courriel et de PDF, mais sachez que si vous recevez des factures papier, on suit le même processus. On scanne la facture papier, on l'envoie par courriel à la boîte de courriel identifiée, exemple payable@factionA.ca, et automatiquement, elle va suivre le chemin dans l'application puisqu'elle est rentrée dans la boîte. L'application va venir lire cette facture qu'on a numérisée, on a scanné. ESG, important, c'est les employés, on vient
enlever des tâches répétitives, ils peuvent faire d'autres choses avec où est-ce que leur valeur ajoutée est plus importante. Amélioration des contrôles. Comme j'ai expliqué, on a des outils d'audit, on est capable de voir tout ce qui a été fait. Réduction des erreurs, ben on centralise l'information, elle est accessible par plusieurs personnes, on met des niveaux de contrôle, des accès selon des rôles dans l'entreprise, qui est capable d'approuver des factures avec telle limite, et tout ça est visible en tout temps à travers l'application qu'on a développée avec vous selon vos règles d'entreprise. Je vais passer la main à Eric pour la démo de l'application qu'on a créée pour aujourd'hui. Eric, je te donne la main à l'instant. Tu as le contrôle, donc tu pourrais… Parfait, on voit l'application, Eric. Parfait. Donc, évidemment, je vais faire une petite mise en contexte. Là, on voit la page de démarrage de notre démonstration. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'en arrière, il y a quand même des choses qui se sont passées en amont. Donc, comme Nicolas l'a dit au tout début, nous, on va avoir un agent qui va surveiller une boîte de courriel. Donc, lui, cet agent-là, son seul et unique travail, c'est de surveiller une boîte de courriel prédéfinie, puis de venir dire, bon, mais si je reçois un courriel avec un attachement, OK, d'un fournisseur qu'on a identifié, on s'entend qu'il y a quand même une gestion de risque là, qui doit être faite là, au niveau de, on ne veut pas ouvrir n'importe quel courriel. Donc, nous, ce qu'on fait dans nos implantations, on vient définir les domaines qui sont acceptables pour la réception de factures. Donc, une fois qu'on reçoit une facture d'un fournisseur, mon agent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la pièce en attachement, puis il va l'envoyer à mon modèle OCR, donc d'intelligence artificielle, pour faire la récupération des données à l'intérieur de la facture. Donc, ce qu'on voit à l'écran présentement, le numéro de facture, le numéro de fournisseur, la date, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été lues dans notre facture. Je vais essayer de me garder quelques moments à la fin de la démo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, là, la création d'un modèle de reconnaissance de caractère dans la Power Platform. Donc, je vais essayer de vous garder quelques minutes pour vous montrer ça. Ce qui arrive aussi, à partir du moment où on va chercher une facture, qu'on va chercher l'information de la facture, on vient l'insérer dans notre application. Donc, ça, ici, c'est notre application. Et en même temps, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans notre système interne, dans notre ERP. Puis, si on a un numéro de PO attaché à la facture, on va aller chercher le PO dans notre système interne. Puis, on va ramener les informations du PO pour être capable de faire la réconciliation. Donc, à l'écran, ce qu'on voit, j'ai reçu un lot de factures, OK? J'ai toute l'information nécessaire pour savoir de qui la facture provient. J'ai aussi été en mesure d'aller attacher mes PO de mon système interne. Puis, je suis capable de faire la comparaison entre le prix de ma facture et qu'est-ce que j'avais dans mon PO initialement. Donc, on s'est doté d'un petit code de couleur, là, juste pour faciliter la compréhension. On comprend que quand on voit un crochet vert dans la démo, on a été capable de réconcilier complètement la facture avec le bon de commande. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait tout simplement dire au système, bien, dans ces contextes-là, approuve automatiquement les factures, ce qu'on est en mesure de réconcilier à 100 %. On a aussi un autre code qui est un code jaune là, qui vient nous dire, écoute, il y a une différence entre ce qu'on a sur la facture et ce qu'on avait sur le bon de commande. Quand Nicolas parlait tout à l'heure des seuils de tolérance, c'est ici qu'on pourrait venir dire, ben nous, en bas de 3 % à titre d'exemple, ben on les fait passer directement, les factures, on les approuve automatiquement. Puis on a aussi l'autre cas où ce que la différence est très, très grande. Puis là, on considère qu'il y a une action humaine qui doit être prise pour l'approbation de la facture. Donc, c'est comme ça qu'on les a identifiés dans notre application présentement. L'autre icône qu'on voit ici, je vais vous le montrer tout à l'heure, ça va être plus parlant un petit peu, mais c'est vraiment, quand on parlait d'audit, on est capable de venir voir les informations qui sont arrivées sur le document. Donc, on est capable de savoir à quel moment la facture a été reçue, à quel moment elle a été traitée, est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites sur la facture, sur le document et par qui. Donc, on va avoir notre trace, notre audit là,
sur le document. Évidemment, on a l'option, je vais vous montrer, on a l'option de venir mettre à jour les informations. On voit le petit crayon à la droite, mais on a aussi la fonctionnalité de pouvoir venir éditer des informations de notre facture. Donc, je voulais juste contextualiser l'interface qu'on voit présentement. Il y a quelque chose de quand même assez important. On parlait tout le temps de seuil d'approbation. Évidemment, ce qu'on voit dans l'application, c'est que automatiquement l'application me reconnu. Donc, elle sait que c'est Éric Brochu qui s'est connecté parce que c'est une application qui va résider sur votre environnement Office 365. Donc, à partir du moment où vous vous connectez à l'application sait qui se connecte. Donc, on serait en mesure de venir définir c'est quoi les seuils d'approbation pour les différentes personnes dans l'entreprise. Dans l'exemple qu'on a aujourd'hui, on a gardé ça excessivement simple, là. On s'est créé des rôles, puis on a mis des seuils, des seuils qu'on a définis là, par rôle, les droits d'approbation. Donc, on comprend que les directeurs peuvent approuver l'ensemble des factures. Superviseur, il y a un maximum de 800 $. Les gens qui sont dans l'équipe de vente, c'est 600 $. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qu'on voit en entreprise, ça peut être totalement différent. On a des clients où cette notion d'approbation-là est plus liée à un projet. Donc, on peut dire Éric Brochu a le droit d'approuver les factures pour les projets X, Y, Z, tandis que Jean-Claude, lui, c'est d'autres factures. On a là aussi une autre notion qu'on a déjà mis en place où le processus d'approbation est attaché au fournisseur en soi. Donc, certaines personnes avaient la possibilité d'approuver des factures de fournisseurs spécifiques. Donc, ça peut être, ça c'est configuré en fonction de vos processus internes, évidemment. Donc, ici, si je voulais donner des droits d'approbation à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, tout ce que j'aurais à venir à faire ici, c'est de sélectionner ma ressource de l'entreprise, puis venir dire à quel rôle cette personne-là est attachée. Puis à partir de ce moment-là, il y aurait les droits d'approbation sur les différentes factures. Okay? Donc, tel que je l'ai mentionné, on a une liste de factures. Donc, rapidement, on va approuver les factures qu'on a été en mesure de réconcilier. Donc, je vais juste en sélectionner 3 ici. Processus d'approbation des factures déjà réconciliées, logiquement, on s'entend que ça pourrait être fait automatique. Là. Il n'y a pas de. L'interaction humaine n'est pas nécessaire, mais pour la démo, on l'a quand même mis nécessaire. Donc, on voit, j'ai sélectionné mes factures, puis je vais venir les approuver. Donc, dans le fond, j'ai juste à cliquer sur ma petite flèche. Puis là, le processus, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Lui, ce qu'il va faire, il va venir prendre les informations de la facture, puis il va venir faire les inscriptions dans mon système financier, puis il va venir archiver ma facture. Tout est fait en même temps. Ici, on a une facture où on n'a pas été en mesure de venir réconcilier totalement les montants. Donc, on a une action à prendre. La première chose qu'on peut faire, c'est, écoute, j'aimerais ça voir pourquoi il n'y a pas eu de réconciliation. Je n'ai pas été capable de réconcilier l'information. Donc, je clique sur mon petit document ici. Puis là, ce qu'on va voir, on va voir la facture telle que je l'ai reçue dans ma boîte courriel. Puis, on va voir les informations que j'avais dans mon bon de commande initial dans mon système. Puis évidemment, on est en mesure de venir voir la facture originale. Vous voyez ici, là, j'ai le PDF, donc je pourrais venir voir la facture originale telle que je l'ai reçue dans ma boîte courriel. Même chose pour les informations du bon de commande. Donc, on se rend compte ici que non seulement on a un article qui n'est pas au même prix entre la facture et le bon de commande, mais on a aussi des différences au niveau du produit qui a été envoyé ou qu'on a reçu. Donc, on est à même de venir faire certaines modifications. Donc, ici, je pourrais venir mettre à jour les informations de mon bon de commande. Là, je vais juste m'assurer de prendre la bonne information. Donc, si je viens mettre à jour les informations de mon bon de commande, on s'entend qu'une fois qu'on fait cette mise à jour-là, on va venir mettre à jour aussi les informations qui sont dans notre système interne. Donc, en sauvegardant ici, je fais la modification. Là, je sais qu'au niveau de mon total entre ma facture puis mon bon de commande, j'ai été capable de réconcilier l'information. Mais évidemment, je pourrais venir aussi changer les produits sans problème. OK? Je vais juste canceller cette chose-là. Donc, moi, j'ai appliqué un processus humain. Là. Je suis venu dire, écoute,
le prix que j'avais dans mon bon de commande n'était pas le bon, je l'ai changé. Okay? J'ai considéré que c'était nous qui était, c'est l'information du bon de commande qui n'était pas bonne, donc j'ai appliqué la modification. Si on revient en arrière, on voit que à partir de ce moment-là, ma facture, la réconciliation, elle considère qu'elle a été faite. Donc, je me retrouve avec un petit crochet vert. Donc, c'est le même processus. Je vais être à même de venir pouvoir approuver la facture puis l'envoyer à mon système financier. Si je prends un autre exemple, je vais prendre celui-ci. Okay. On voit, même situation, les prix ne sont pas les mêmes entre les deux, mais par contre, cette fois-là, ça pourrait vraiment être ma facture qui est en erreur. Donc, le fournisseur m'a envoyé une facture où les informations sont en erreur. Donc, ce que je pourrais faire dans l'application, c'est venir automatiquement envoyer un courriel à mon fournisseur, de venir lui dire, puis là, ici, là, on s'entend, le message du courriel pourrait être déjà prédéfini, OK? Puis en cliquant sur les produits ou les quantités qui sont erronées, le message pourrait s'écrire automatiquement tout seul. Là. Donc, il n'y a pas vraiment d'écriture humaine. On pourrait aussi venir dire de joindre le fichier initial, donc joindre la facture au courriel, puis tout simplement de venir envoyer la facture le courriel à mon fournisseur. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on dit, c'est, écoute, on ne peut pas l'approuver, mais on a fait le suivi avec le fournisseur pour qu'il ajuste ces informations au niveau de la facture. Donc, c'est un petit peu ça les étapes. Souvent, quand on implante un système comme ça, les entreprises qui nous disent, c'est OK, mais moi, j'ai des factures qui n'en ont pas de bon de commande. Il y a toujours moyen de venir mettre à jour aussi les informations directement au niveau du sommaire de l'interface. Donc, ici, dans le contexte où on n'aurait pas de bon de commande, on pourrait venir, s'il n'y avait pas trouvé le bon de commande, nous, on pourrait venir manuellement venir dire, bon, mais finalement, c'est un PO qu'on a à l'interne. On pourrait venir ajouter l'information du bon de commande avant de l'approuver. Donc, je vais juste le mettre comme ça. Là. OK? Donc, ce que j'ai fait, sur ma facture, on n'a pas été à même de retrouver le bon de commande, mais moi, je sais que j'ai un bon de commande pour cette facture-là. Je suis venu manuellement mettre l'information dans mon enregistrement. Puis à partir de ce moment-là, je suis capable d'approuver puis continuer avec la suite du processus. Donc, c'est un petit peu l'interface qu'on voulait vous présenter. On parlait tout à l'heure d'Audi. Donc, je vais juste aller dans mes factures archivées. Donc, on voit ici, là, j'ai un petit classeur là, qui représente peut-être les classeurs qu'on a en entreprise. Si je viens ici, ce qu'on va retrouver, on va retrouver l'ensemble des factures qui ont été approuvées dans le système. Donc, on n'est plus obligé d'imprimer une facture et de venir la mettre dans un classeur physique. L'ensemble des factures approuvées vont se retrouver dans mon interface. Évidemment, là, je n'ai pas un grand volume de données, mais on pourrait demander de trier ces factures-là par date. On pourrait demander de trier les factures par fournisseur. Évidemment, les tris ici, on peut les ajuster en fonction des besoins. Il n'y a pas de problème. Donc, si on prend par date ici, puis je vais voir en 2022, au mois de février, je vais voir que j'avais reçu cette facture-là ici de mon fournisseur. Évidemment, je suis à même de venir voir l'information initiale. Je peux voir le fichier PDF. L'option de l'imprimer n'est pas là, mais c'est une option qu'on met généralement en entreprise. C'est de pouvoir l'imprimer papier quand même si on essaye de sauver du papier. Il y a des occasions où on n'a pas le choix, il y a une nécessité d'imprimer. Donc, on pourrait avoir un bouton d'impression ici, là, évidemment. Quand on parlait d'Audi, ben, si je veux savoir ce qui s'est passé sur ma facture, j'ai mon petit bouton information ici. Puis là, on est capable de voir toute la suite des interactions qui sont passées dans le système sur ce document-là. Donc, on a reçu la facture, on a créé la facture dans l'environnement, puis on l'a archivée. Là, ici, il n'y a pas eu de modification, mais on peut voir avec les dates tout ce qui s'est passé sur la facture, puis qui a lancé la modification sur la facture, en fait. Donc, on est capable de suivre la facture au fur et à mesure de ce qui s'est passé. Puis, je vais en prendre un autre parce que j'ai fait une modification. Ça va peut-être être plus parlant. Non, pas celle-là non plus. Pas celle-là non plus. Je vais juste trouver la bonne.
pense que c'est ça ici. Donc, ici, oui. Donc, on voit, on a réceptionné la facture, on l'a créée dans l'application, puis il y a une ligne qui a été éditée. En entreprise, évidemment, ce niveau d'information-là n'est pas suffisant. Généralement, ce qu'ils nous demandent d'avoir, c'est OK, mon item a été édité, mais quelle était la valeur initiale, puis quelle est la nouvelle valeur? Donc, c'est généralement des champs qu'on va inclure là, dans l'audit. Donc, on est à même de faire le suivi, l'historique de tout ce qui s'est passé sur notre document. Donc, c'est quand même une fonctionnalité qui est intéressante là, à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer avec ça. Évidemment, on est capable de venir faire de la recherche. Ici, la recherche, on s'entend, ça pourrait être de la recherche au niveau du nom du fournisseur, à titre d'exemple, quand on est rendu avec beaucoup de fournisseurs ou des choses comme ça, mais c'est une recherche aussi qui pourrait être faite à l'intérieur des documents. C'est-à-dire que si je reçois des factures de plusieurs fournisseurs pour un projet spécifique, bien ici, ce que je pourrais venir mettre, c'est venir mettre mon numéro de projet. Dans les cas où cette information-là fait partie de la facture, bien, on sera à même de venir chercher l'ensemble des factures pour un projet défini. Donc, c'est un exemple de recherche qu'on pourrait faire. Donc, ça facilite grandement la tâche, là, au lieu d'aller de classeur en classeur pour trouver les factures qui sont assignées à un projet. On pourrait faire cette recherche-là ici, mettre notre numéro de projet, puis voir l'ensemble des factures, peu importe le nombre de fournisseurs qui sont impliqués ou qui ont envoyé des factures pour un projet défini. Donc, c'est un petit peu l'exemple que je voulais donner. Je vais retourner à mon interface principale. Question pour toi, Eric. Dans oui. la boîte d'archives, là, la boîte d'archives, elle est montée pour l'exemple, elle est classée par fournisseur, mais elle pourrait être classée par période, par année. Oui, on l'a montré. Comme ça ici. Parfait. Oui, on peut changer le classement. Mais en fait, ce qu'on fait en entreprise, généralement, c'est qu'on crée des classements de base là, qui sont standards. Mais ce qu'on va venir permettre aussi, c'est de venir spécifier son propre classement. Donc, on va exposer du metadata, puis on va permettre à l'entreprise de classer selon son propre besoin. Là. Okay? On ne l'a pas dans la démo, mais c'est généralement ce qu'on fait en entreprise. Donc, ça fait un petit peu le tour de l'application. Le temps passe, mais j'aimerais quand même ça vous montrer comment on crée un modèle pour la reconnaissance de caractère au niveau de la Power Platform. Je pense que ce n'était même pas prévu dans le webinaire, mais j'ai été un petit peu plus vite. Donc, je vais quand même vous le montrer comment ça s'est fait. Donc, évidemment, on en a parlé au tout début. La composante d'intelligence artificielle dans la Power Platform s'appelle AI Builder. Puis je vais vous expliquer un petit peu l'interface qu'on voit ici. Donc, ce que c'est ici, c'est l'interface pour venir créer un modèle pour être capable de faire de la reconnaissance de caractère. On s'entend, pour les gens qui en ont déjà fait, jadis, c'était une tâche qui était quand même complexe parce qu'il fallait que ce soit absolument un développeur qui accomplisse ces choses-là, puis qui soit capable d'identifier dans quelle section d'un document se trouve quel champ. Aujourd'hui, ça a été c'est grandement facilité. Là. On a des clients là, qui sont à même de créer leur propre modèle, mais je vais vous présenter ça rapidement. Donc, ce qu'on voit ici, la première des choses, on voit notre score d'accuracy. Ce que ça nous dit, c'est 80% des factures qu'on envoie à notre modèle ont été en mesure d'être lues. Ça, c'est un super score qu'on ne voit que très rarement en entreprise. Ça arrive pratiquement jamais. En fait, ce que ça nous dit, c'est 100% de nos factures ont été en mesure d'être lues. En entreprise, ce n'est pas la réalité parce qu'on s'entend, il y a tout le temps des particularités. Des fois, on a un nouveau fournisseur qui nous envoie une facture qui ne cadre pas dans notre modèle. Donc, on n'est pas capable de réconcilier l'ensemble des champs de la facture. Donc, le score va changer d'une entreprise à l'autre. Je dirais que l'objectif d'avoir un score entre 70 et 80 c'est pas mal ce qu'on voit présentement, mais c'est quand même 80 des factures qu'on reçoit où est-ce qu'on n'a pas d'intervention à prendre. Qu'est-ce que c'est un modèle? Je vais juste vous montrer un petit peu rapidement comment on fait un modèle. Il faut être patient, c'est de la technologie. Prendre note également, donc nous, on peut venir vous supporter, mais également, on peut venir faire du transfert de connaissances auprès de vos équipes pour que vous n'ayez plus besoin de nous. Donc, l'idéal, c'est qu'on
implante une application, on vous montre comment rajouter un nouveau fournisseur, comment entraîner le modèle à reconnaître les factures de ce nouveau fournisseur pour que vous soyez autonome. Mais bien sûr, si vous n'avez pas les équipes TI en place, on est capable de venir vous supporter, mais les deux modèles fonctionnent avec nous. Donc, dans un contexte comme ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir spécifier quel champ qu'on recherche dans notre document. Ici, on a pris là, un gabarit standard de Microsoft, mais on pourrait créer notre propre gabarit de champs qu'on recherche. Donc, ici, on vient spécifier les champs qu'on s'attend à recevoir. La deuxième étape qu'on va faire, on va venir se créer des collections de documents. Donc, si on regarde ici, j'ai une collection, puis dans ma collection, j'ai 8 documents. Donc, si j'ouvre ma collection, on voit les 8 documents que j'ai mis. Donc, pour entraîner mon modèle, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je suis capable d'atteindre 100%. C'est simple. Ces exemples de factures-là proviennent de notre système à nous, donc ils ont tous le même format. C'est pour ça que moi, je suis capable d'atteindre 100% sur mon modèle. Mais dans la réalité, ici, les documents vont tous être différents. Quand on veut entraîner un modèle, on veut l'entraîner avec une multitude d'exemples de factures qu'on reçoit en entreprise. Donc, les modèles vont tous être différents. Donc, on crée notre collection. La règle de base, c'est qu'il faut avoir au minimum une vingtaine d'exemples de factures dans notre modèle, dans notre collection. Par la suite, tout ce qui reste à faire, c'est que pour chaque élément de notre collection, donc si on regarde, mettons, ma première facture que j'ai mise dans ma collection, pour chaque élément de ma collection, je vais venir spécifier la section du document qui se rattache au champ que je cherche. Donc, si on regarde ici, je vais prendre, mettons, le nom du client. Bon, mais on voit que quand j'identifie, mettons, une section de mon document, on va highlighter à quelle partie de mon modèle cette section-là fait partie. Donc ici, là, on voit, quand je passe sur le nom de la compagnie, on voit que c'est le customer name qui est highlighté. Si, à titre d'exemple, je voulais rajouter la notion de devise, on voit que la devise n'est pas inclue dans nos champs qu'on s'attend, mais elle est ici dans ma facture. Là, je ne sais pas si on voit, mais je vois juste agrandir comme ça. OK. Donc, on voit, dans ma facture, j'ai la notion de devise, mais ce n'est pas un champ qui était requis là, dans ce qu'on recherchait. Mais si je voulais l'ajouter, tout ce que j'aurais à faire comme utilisateur, c'est venir identifier la section dans mon champ. Puis à partir du moment où ce qu'on dit la devise est nécessaire, on viendrait attribuer la devise, le champ devise à cette section-là du document. Donc, à titre d'exemple, ici, là, si je voulais changer mon vendor name pour la devise, j'aurais juste à cliquer comme ça ici. Puis à partir de ce moment-là, le vendor name serait identifié comme la devise. OK? Donc, c'est juste de dire on n'est plus obligé de faire du code, donc de programmer ces choses-là. Aujourd'hui, c'est vraiment du drag and drop. Donc, on drague une section du document, puis on vient l'attacher à un champ qui est recherché dans notre modèle. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis c'est pour ça que quand on dit que nos clients sont capables de faire ce travail-là, c'est quand même assez simple. Il suffit juste d'avoir un exemple de facture, puis venir dire, bon, mais regarde, cette partie-là, c'est la devise, puis cette partie-là, c'est la date de réception ou la date de la facture. Donc, un exemple rapide là, de comment on pourrait mettre en place un modèle. Puis après ça, tout ce qui reste à faire, c'est de venir entraîner notre modèle. Donc ça se fait automatiquement. Puis au fur et à mesure qu'on reçoit des factures différentes, notre modèle, on s'entend, c'est du machine learning. Donc, notre modèle est à même aussi d'automatiquement s'améliorer. Donc, quand on dit, là, ça prend une vingtaine d'exemples de factures, vous n'avez pas à créer un élément dans la collection pour chacun de vos fournisseurs. Dans le fond, vous créez une vingtaine d'éléments, puis même si c'est un fournisseur pour lequel on n'a jamais été capable, on n'a jamais reçu de facture, il y a 80% des chances qu'on soit capable de répertorier les informations dans la facture quand même en se basant sur les éléments qu'on a dans notre modèle en place. Donc, c'est quand même super intéressant parce que des nouveaux fournisseurs avec qui on n'a jamais fait affaire par le passé, ben, quand on a des scores comme 99%, qui est un score qui ne marche pas vraiment, là, mais quand on a un score comme 70% ici, ce que ça veut dire, c'est que j'ai 70% des chances que même si c'est un nouveau fournisseur pour lequel on n'a jamais reçu de facture, il y a 70% des chances que je sois en mesure de traiter la facture quand même sans intervention humaine. Donc, c'est toute la force de ce qu'on appelle le machine learning.
Donc, c'est allé très, très vite, mais je pense que ça valait la peine juste de voir la facilité avec laquelle on peut créer un modèle de reconnaissance de caractère là, au niveau de la Power Platform. Pour moi, ça Merci fait beaucoup, Eric. Super, c'était très clair. Là, on a bien compris la facilité d'utilisation de l'outil. Je vais reprendre la main sur le document. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Juste une conclusion de ce qu'on vous a présenté ce midi. Je vais avancer un peu. Donc, vous voyez bien que là, on était précis avec un exemple sur les comptes payables, mais on est capable d'automatiser énormément de processus. À chaque fois que vous avez des enjeux où il y a des tableaux Excel, une multitude de tableaux Excel, des documents papier qui se promènent, on peut venir explorer l'enjeu et regarder une solution en utilisant, par exemple, l'outil de la Power Platform avec ce qu'on vous a présenté. Donc, ce qu'on voit souvent, là, c'est des entreprises qui font l'acquisition de compétiteurs, une entreprise qui a un nouveau fournisseur important. Et là, au lieu de devoir engager du personnel supplémentaire pour traiter ces nouvelles données, ces nouvelles factures, là, on va venir automatiser le processus pour soutenir la croissance de l'entreprise sans augmenter les frais fixes, sans augmenter le nombre d'employés. Donc, grosso modo, on améliore le day-to-day des équipes avec une solution qui est montée sur la Power Platform, qui a les avantages de s'intégrer aux outils. Donc là, on vous a pas montré également l'approbation qui est faite dans un courriel, mais sachez que c'est des choses qui se font facilement, qui sont intégrées à Teams, qui sont intégrées à SharePoint, à OneDrive. Donc, on est intégré aux environnements que vous avez souvent déjà en place. Souvent, les licences de la Power Platform sont déjà disponibles. Vous les payez déjà au sein de votre licence Microsoft Office 365. Donc, on améliore les délais de paiement, on archive le document, on augmente la sécurité, on réduit les risques d'erreur avec ce type de processus. Ce qu'il faut retenir, comme je dis, on vous a présenté un exemple concret, mais on peut automatiser tout type de document. Si vous avez des questions, on les prendrait maintenant sur ce qu'on vous a présenté ou autres questions pertinentes, là, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'en vois ici. Excusez-moi, juste cliquer dessus pour accéder. Hop. Ah, elle va apparaître ici. Désolé, j'ai 3 écrans. On doit monter un modèle par facture. Donc, on monte un modèle par... Peut-être, Eric, je te laisserai répondre là-dessus. On me demande si on doit monter un modèle par facture ou c'est un modèle par fournisseur. En fait, c'est dépendamment du nombre de fournisseurs ou de formats de factures distincts que vous avez, la réponse est plus moi, j'ai tendance à monter un modèle par type de document. Ici, on parle de facture fournisseur. Ce que je ferais, c'est que je créerais un modèle facture fournisseur. À l'intérieur de ce modèle-là, je viendrais créer dans ma collection, là, je donnerais des exemples d'une vingtaine de factures fournisseurs que j'ai en entreprise, puis je viendrais faire le mapping. Donc, c'est clairement pas un modèle par client ou par fournisseur, c'est plus un modèle par type de document. Là. Super. On nous demande également, Eric, à quel type de système comptable on peut se connecter. Donc, je sais qu'on est partenaire avec la bonne majorité des systèmes ERP. Souvent, ceux qui ne sont pas partenaires actuellement avec nous, ils ont déjà des connecteurs pour Microsoft. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous là, pour votre projet en particulier. Si vous voulez nous communiquer votre système comptable, on va vous dire si on est déjà partenaire ou si on a déjà collaboré avec eux. C'est quelque chose qu'on est capable de faire. J'ai une autre question. Pouvez-vous nous donner un ordre de coût pour la mise en place d'une tel système? C'est la question qui revient tout le temps. Donc, combien ça coûte pour mettre en place ce type de solution? Donc, l'avantage de la Power Platform, c'est que vous l'avez vu, c'est assez facile à utiliser. Ça permet de créer des applications à peu de coûts. Comme expliqué, nous, ce qu'on fait, chaque entreprise est différente. Chaque entreprise a un ERP différent, a des besoins différents. Donc, première étape, on fait une analyse
de vos besoins et suite à cette analyse, on est capable de vous donner un estimé précis selon le nombre de factures que vous recevez, le nombre d'intervenants, vos besoins de connexion, vos besoins d'approbation et ainsi de suite. Donc, on fait une prise de données et ensuite on est capable de communiquer avec vous un estimé de prix. Ce qu'il faut comprendre aussi de ton intervention, Nicolas, c'est que la base de ce qu'on met en place chez nos clients, elle est déjà créée. Dans le fond, tout ce qui est, mettons, l'interface, si l'interface de base qu'on présente cadre avec vos besoins, ça limite les coûts de développement, additionnels. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que généralement en entreprise, ben, quand on parle avec un client, oui, l'interface de base remplit peut-être 80% de leurs besoins, mais il y a tout le temps un 20% où ils vont nous dire, ben écoute, moi, cet attribut-là, ça a une importance dans mon processus, donc il faudrait rajouter l'information à l'écran. Donc, tout dépend du nombre de modifications qu'on doit apporter là, à notre interface de base. Là. Donc, c'est vraiment l'analyse préliminaire qui va nous permettre d'arriver avec un budget qui est beaucoup plus précis. Là. Merci Eric pour la clarification. Est-il possible d'intégrer une telle application au système existant? Mais comme je dis, on est déjà partenaire avec certains systèmes. Donc oui, on peut venir intégrer ça à vos systèmes qui sont déjà en place à votre. En fait, la réponse à ça, c'est à partir du moment où votre ERP interne est accessible, soit via API ou que la structure de données est accessible, nous, on est en mesure de venir créer les écritures comptables là, dans votre système. Il y a une partie du processus, par contre, qu'on laisse généralement au système comptable, c'est vraiment la partie paiement. Là. On a voulu mettre en place l'automatisation complète, mais il y a un besoin de contrôle là, dans les entreprises, puis c'est normal. Là. Donc, nous, si c'est la partie de faire les écritures au niveau du financier, puis que l'application a des API qui nous permettent de le faire, il n'y a pas de problème d'intégration à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je ne vois plus de questions. On va pouvoir lancer le sondage de fin et vous laisser partir avant vos prochains rendez-vous de l'après-midi. Je vais vous afficher le sondage de fin à l'instant. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à cliquer pour répondre aux questions, c'est uniquement réduire votre écran. Donc, enlever le mode plein écran, ça va vous permettre de répondre au sondage de fin. Je vous souhaite une très bonne après-midi, bon temps des fêtes. Merci Eric pour ta présence aujourd'hui et ta démonstration sur les outils. Merci à tous.